Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture 19e siècle, minimalisme, on va dire. On a 3 livres. Donc, pour le 19e siècle, on commence avec ceci. 19e siècle de la Garde et Michard. Je le pose parce qu'il pèse un petit peu. Alors, on a d'abord une introduction avec une mise en contexte avec ses principaux gouvernements, les gouvernements du 19e siècle, hein, les courants littéraires. Sauf que le courant décadent est glissé avec le symbolisme. Les progrès scientifiques. On a eu les 3 grands courants littéraires, le romantisme, le réalisme. Quand je dis réalisme, c'est réalisme-naturalisme, ils sont mis ensemble. Et le symbolisme. On parle de musique, peinture, sculpture. Donc après, on a la plupart des auteurs du 19e siècle, hein. Bien la plupart, parce qu'il y en a qui ont eu un traitement un peu étrange. Donc on a Madame de Staël, qui fait partie des pré-romantiques. Et elle fait la rencontre avec les auteurs romantiques germaniques. C'est la représentation du romantisme avec ses failles. Donc elle a connu Goethe et compagnie, hein. Constant, son cher ami, pré-romantique dans tous ses excès. On a Senancour, le grand solitaire. On parle déjà du mal du siècle qu'on va retrouver avec Musset. On a Chateaubriand, entre politique et religion. Lamartine, politique et souffrance. Musset, lui, ça fait très rock'n'roll. Alcool, plaisir, poésie, youpi. Giny, entre ancien régime, armée et poésie. Théophile Gautier, passionnément romantique avec une petite touche de fantaisie. Nerval, le poète ésotérique fou. On a Hugo, les drames, la politique et l'exil. Ensuite, on a une partie sur les romantiques mineurs avec des bords de Valmore. Oui, il y a les femmes, hein. Mais c'est pas au niveau des femmes le problème. Le problème, il est autre. Il y a eu quelques oublis. On a Maurice de Guérin, Sand, encore une femme, Lamennais. On a Balzac qui est à la frontière entre le romantisme et le réalisme. Parce qu'il a quand même écrit pas mal de romans où il y a de l'amour, hein. Vous allez me dire, Flaubert aussi, pourtant c'est un réaliste. Mais ils ont touché du bout du doigt le romantisme. Alors Sainte-Beuve, je vais le dire maintenant, il a droit à 2 biographies. Sauf qu'il y en a qui sont plus connus et plus importants. Soit ils en ont pas du tout, soit une raccourci. Maurice de Guérin, Sand la Menée. Donc on a ensuite Stendhal, un romantique bonapartiste. On a Prosper Mérimée entre patrimoine et nouvelle. L'ancien Stéphane Bern. Un peu moins sérieux que Stéphane, même si Stéphane il est plutôt mignon. Donc on a un chapitre consacré à l'histoire au 19e siècle avec Augustin, Thierry, Tocqueville, Michelet. On a un chapitre sur les sciences historiques avec Renan Taine et Coulanges. Un chapitre sur la critique avec Sainte-Beuve. Donc Sainte-Beuve, il a un paragraphe pour lui, sa biographie avec les romantiques mineurs. Et il a à nouveau une biographie avec le chapitre sur la critique. Donc on a encore Renan Taine et Michelet.
Donc ces quatre-là, ils ont 2 fois leur biographie, hein. On a Flaubert, le romantique réaliste. On a les frères Goncourt, le réalisme avec méthode. On a Émile Zola, Maupassant, conteur entre Flaubert et Schopenhauer. On a Alphonse Daudet, des nouvelles romans. Le conte de l'Isle, du réalisme au Parnasse. Ah oui, il y a le Parnasse aussi. Il n'est pas mentionné dans les grands courants, mais il a quand même son petit chapitre. Donc on a un chapitre sur Parnasse avec Banville, Hérédia, Prudhomme, Copé et Baudelaire. Ensuite on a le fameux chapitre sur les symboliques avec Verlaine, Rimbaud, Mallarmé. Donc je vous mentionnais que le mouvement des cadans est mentionné dans ce chapitre avec Laforgue et Huysmans et compagnie. Et dans le chapitre sur le roman réidéaliste. On a aussi Anatole France et Pierre Loti. À savoir que Alexandre Dumas, je ne voulais pas citer, parce qu'il a... Et encore, il n'y a que le fils qui a droit à un paragraphe. Le père, c'est le père. Dumas fils, c'est le fils du romancier. Mais le romancier, il est où? J'ai été voir sur Wikipédia pour vérifier que les deux, ils étaient bien du 19e siècle. Si, ils y sont. Du 19e. Sauf que là-dedans, sinon, faut bien regarder ligne par ligne pour voir s'ils y sont bien. Hein. Mais ils ont pas de chapitre comme Sainte-Beuve peut en avoir un gros, d'autres petits peuvent en avoir. Et il n'y a pas Jules Verne dedans. Jules Verne, il n'y est pas. Jules Verne n'a pas son chapitre. Voilà. Bon. Vous avez mon avis sur la chose. Ensuite, on va passer à deux autres livres. Voilà. On part sur le minimalisme avec le parti de la décroissance de Serge Latouche. Et j'ai déjà pris des notes, hein, parce que vu que c'est pas moi, hein. Alors, c'est un livre très intéressant. Déjà, on commence avec une introduction sur la définition de la décroissance. C'est pas joyeux, hein. La fin du monde pourrait arriver vers 2060. Youpi! C'est notamment dû avec les cyclones et autres catastrophes naturelles qui pourraient bouleverser la planète. Nous devons baisser notre consommation en tout genre de manière drastique, messieurs, dames. La thèse existait déjà avec Adam Smith au XVIIIe siècle, si je dis pas de bêtises. On doit consommer et manger selon nos besoins physiques. C'est-à-dire par rapport à ses efforts physiques, si on ne bouge pas, on doit manger moins que si on bouge beaucoup. Voilà. L'auteur se pose la double question du pourquoi et du comment. À la fin, on a une conclusion invitant à la pédagogie de la peur et du lâcher-prise avec de la spiritualité. On a également un glossaire et une bibliographie. Dans celui d'après, il n'y a pas de bibliographie. Les livres cités sont en bas de page. Donc dans la première partie, on a la définition de la société de croissance. C'est consommer pour consommer. Fabriquer pour que les gens y consomment. Avec les pubs, on est invité à consommer sans cesse. Vous voyez bien, hein, avec tout ce qu'on nous propose comme produit sur Internet, dans les pubs, on est invité à consommer sans cesse. Hein. Et pour résister, c'est pas forcément évident.
Moi, je résiste pas au niveau des livres. Surtout. Mais niveau vêtements, ça marche pas avec moi. Il faut diminuer la production pour sauver la planète. Donc profiter de la crise actuelle pour éviter de consommer et de éviter de moins produire et éviter de trop consommer. L'auteur prend des exemples et est très précis, beaucoup de références philosophiques. Il invite à vivre comme un escargot, tranquillou. Un peu comme le propose Florivine sur sa chaîne. Une vie slow et sereine. Elle est pas mal dans la décroissance. Elle a proposé beaucoup de vidéos sur le sujet. À moins consommer et locaux. Faire du girondisme, quoi. Fourier. Ensuite, il faut faire baisser la natalité. Et le prochain en parle aussi. Oui, il faut pas faire 3 tonnes d'enfants, parce que si on fait 3 tonnes d'enfants pour s'occuper de nos anciens, après les 3 tonnes d'enfants, faut s'en occuper, donc il faut faire encore plus d'enfants pour s'occuper de ceux qui sont devenus vieux, et ainsi de suite. Donc c'est un cercle vicieux sans fin. C'est bien de faire des enfants pour s'occuper des anciens, mais au bout du moment, ça fait un cercle vicieux, ça fait de plus en plus de gens, et la Terre, elle commence à avoir du mal à suivre. Donc, dans la deuxième partie, on a la définition de la décroissance. Il faut refaire du local à tous les niveaux, changer nos modes de fonctionnement, supprimer les pubs. Cela diminuera la pollution. Oui, parce que toutes les pubs qu'on reçoit dans la boîte aux lettres, ça fait du papier. Bidou, ça serait bien d'arrêter de faire le bazar. Mon chat se fait remarquer. On va voir quand je vais m'occuper de son cas. Faut le partage des biens. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'au lieu dans mon immeuble, par exemple, au lieu d'avoir un frigo et un congélateur par foyer, qu'on en ait un gros pour tout le bâtiment. C'est dans le genre là. C'est pareil pour les aspirateurs et compagnie. Sauf que les aspirateurs, pour les monter, c'est pas toujours évident. Ensuite, sinon c'était une lecture très intéressante. J'ai pris pas mal de notes. On passe sur la simplicité volontaire contre le mythe de l'abondance de Paul Ariès. Je l'ai fini hier soir. Voilà. J'ai mis 3 jours à le lire. On parle de productivisme d'entrée. Paf, on commence fort. Pour l'auteur, on doit sortir du capitalisme. Il serait pour les socialistes utopiques, type Fourier. Oui, il y a des thèmes qui se recroisent. Hein. J'ai choisi ces livres de manière logique. Il est pour la gratuité, la décroissance, la frugalité joyeuse. Donc manger, mais pas que des patates tous les jours. Hein. Agrémenté de petites carottes, de petits champignons. Donc on a une première partie sur le capitalisme vert. C'est celui du développement durable. On a l'écologie réparatrice, ce qui est pour la destruction des écosystèmes. Ça porte un drôle de nom, hein. C'est celui des milieux d'affaires. Ils veulent adapter la planète aux besoins du productivisme. C'est tout ce qui est avec l'agroalimentaire scientifique, là, les cellules végétales pour nous faire du foie gras synthétique, au lieu que ce soit du foie gras qui viendrait de viande naturelle, mais ça n'aurait pas le même goût, apparemment. Mais c'est pour éviter que les petites oies souffrent. Un mal pour un bien, on va dire.
c'est l'âge d'or de la barbarie productiviste, avec le transhumanisme. Et rallonger la vie des gens pour qu'on consomme plus longtemps. Mais en essayant d'éviter d'une certaine manière de protéger la planète, sauf qu'on fait venir de la nourriture de partout. J'en reviens à mon petit pot de miel. On a des producteurs de miel en Normandie. On fait venir du miel de Mexique, d'Argentine et d'Europe centrale. Pourquoi faire autant de chemin pour du miel alors qu'on en a un à côté? Il y a plein d'autres trucs dans le même genre. Onfray serait notre sauveur. Oui, parce que ça fait un bout de temps que Michel Onfray parle de ce genre de choses. Mais bon, il a été très inspiré par les philosophes du 19e siècle. Hein. C'est sa base de... C'est la base de son être depuis qu'il a été lycéen. Donc c'est un peu le spécialiste en herbe. Pour l'écouter et l'avoir lu. La deuxième partie, le productivisme à gauche et son aveuglement ou une demande d'allégeance à son patron. Et de la surconsommation de petits plaisirs. Comme quand on achète de la papeterie ou des bricoles pour toutes les saisons. Acheter des décorations de saison, par exemple. Ou parce qu'un oh, le livre, il est trop beau, je vais me l'acheter. Alors que j'ai déjà l'édition en 10 exemplaires. Non, ça, c'est pas moi, mais bon. Moi, je fais du tri, je garde pas tout. Je fais circuler. Et de la surconsommation de petits plaisirs. On accepte notre propre servitude. La Boétie est à relire. Il faut revenir à la lecture de Proudhon et de Bakounine, mais aussi Marx, Lafargue et Maurice. Ah oui, il y a plein de références littéraires. Hein. Au lieu de consommer, profiter du moment présent. Voilà. Ensuite, la troisième partie, le pessimisme des gauches antiproductivistes. Vous êtes prêts? Vous allez prendre une feuille et noter les auteurs. Hein. Alors, invitation à relire Platon, Saint-Augustin, Fourier, Saint-Simon, Robert Owen, Thomas More, Pierre Leroux, Kropotkin, Louise Michel, Élisée Reclus. Ensuite, on parle, dans la quatrième partie, d'antiproductivisme optimiste. Les mouvements populaires ont été nativement antiproductivistes. Oui, parce que les machines, ça ne faisait pas leur travail. Et contre le progrès. On remonte au 19e siècle avec les canuts à Lyon, par exemple. On a des personnalités comme William Morris, les tensions entre Marx et Proudhon. Marx, le communiste, Proudhon, l'anarchiste. Ils se sont connus, mais ils ont vite été en désaccord l'un avec l'autre. Hein. Et en cinquième partie, on a les chemins de la simplicité. Il faut remettre en avant les cultures locales avant qu'elles ne disparaissent. On peut commencer par soi avant d'amener la nation au grand changement à tous les niveaux. Se libérer des dictates que la société veut nous imposer, notamment par rapport à la beauté. Vous nous laissez plus de liberté d'être ce qu'on est, plutôt que de vouloir ressembler à tout le monde. Voilà, c'était une bonne lecture, très intéressant. Vous voyez, j'ai marqué plein de petits papiers. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, n'hésitez pas de vous lâcher un commentaire. Je vous attends avec impatience. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous souhaite de profiter du soleil et de la vie. À bientôt.